D'accord. Écoutez, la machine à poudre de ce Owens n'était en fait bonne à rien, mais elle a servi de sujet de réflexion pour le constructeur suivant. En effet, en 1690, un certain Denis Papin a remplacé les explosions de poudre par de la vapeur d'eau. Cela fonctionnait à peu près ainsi. L'eau bouillante dans une petite chaudière poussait simplement le piston un peu vers le haut dans une sorte de cheminée. La pression de la vapeur d'eau déplaçait ce piston et pour que le piston revienne à sa place, il suffisait simplement de refroidir ce cylindre dans lequel le piston fonctionnait, la vapeur se condensait, la pression diminuait, le piston redescendait et on pourrait considérer cet appareil comme la toute première sorte de machine à vapeur fonctionnant, mais fonctionnant terriblement lentement. Elle effectuait une course de travail à peu près une fois par minute, ce qui bien sûr n'était satisfaisant pour personne. Par conséquent, cette machine n'était vraiment adaptée à rien de particulier non plus. En revanche, le développement de cet appareil, c'est-à-dire la séparation de la chaudière avec l'eau bouillante et la vapeur du cylindre, avec le piston, qu'il était tout simplement plus facile de refroidir, a fait que cette machine a commencé d'une certaine manière à avoir du sens et, je dirais même, à trouver une certaine utilité. Un certain Thomas Savery, en 1702, donc il y a très très longtemps, a créé ce type de machine, et qui plus est, il l'a inventé en 68, et en 1702, il a même ouvert une entreprise produisant ce genre d'appareil. Elles étaient suffisamment efficaces pour même trouver des applications dans divers domaines de la vie, parce que ce moteur tournait déjà un peu plus vite, qu'il pompait de l'eau dans les mines et il était adapté à la production, au travail, dans des conditions plus difficiles. Et cette machine, constamment améliorée elle-même, fonctionnait. 1702, pour vous situer, mes chers amis, à quel moment cela s'est passé? Les troupes suédoises, pendant la Troisième Guerre du Nord, envahissaient Częstochowa. Nous nous installions près de Częstochowa. C'est vrai que Kmicic a fait exploser le canon un peu plus tôt, mais je dirais un peu plus tôt, et déjà, pour ainsi dire, en Grande-Bretagne, les premières machines à vapeur commençaient à fonctionner. Écoutez, en 1722, une telle machine a été installée pour la première fois à Bańska Bystrica dans une mine, et elle servait simplement à pomper de l'eau et à fonctionner là-bas pendant très très longtemps. Cependant, toutes ces machines fonctionnaient en quelque sorte de manière unilatérale, c'est-à-dire que la vapeur s'accumulait d'un seul côté du piston et on peut dire qu'elles restaient des machines atmosphériques. Ce n'est qu'en 1782 qu'un certain James Watt, dont vous avez sûrement tous entendu parler, a breveté un dispositif à double action. Et à partir de ce moment-là, les machines à vapeur ont tout simplement conquis le monde. On peut en fait dire que c'est à partir d'elles que l'ère industrielle a commencé dans le monde. En effet, elles alimentaient tout ce qui était possible, les scieries, les mines, sans parler des locomotives à vapeur et d'autres appareils de ce genre. Cette machine dont j'ai parlé plus tôt, celle de type atmosphérique, avec un piston à action unilatérale, pouvait encore fonctionner à la fin du XIXe siècle. On en trouvait encore ici et là dans le monde et elles arrivaient encore à remplir leur rôle. Et donc, puisqu'il existait déjà quelque chose comme un moteur et une chaudière séparés, il était difficile, pour ainsi dire, de ne pas inventer un véhicule qui pourrait fonctionner de cette manière. Car, après tout, les calèches, les charrettes, les fiacres et d'autres types de véhicules hippomobiles étaient connus de l'humanité pratiquement depuis la nuit des temps. L'idée de combiner, une calèche, enfin peut-être pas vraiment une calèche, mais plutôt une sorte de très lourd châssis à 3 roues avec un moteur à vapeur, y compris la chaudière, est venue en 1769 à Nicolas Cugnot. Je crois qu'on le prononce ainsi. Le français, en plus de cela, a utilisé cette idée pour construire un tel véhicule
à 3 roues à des fins militaires pour l'armée française. Cette machine était tout simplement terriblement lourde, terriblement maladroite. Elle avait 2 roues à l'arrière, 1 roue à l'avant, et devant cette roue se trouvait une chaudière à vapeur qui fournissait de la vapeur au moteur, et ce véhicule était utilisé comme un lourd tracteur d'artillerie. En plus de cela, il paraît même qu'il fonctionnait plutôt bien. C'est du moins ce qu'écrivent les historiens à ce sujet. Cette machine pouvait tirer jusqu'à 4 tonnes, ce qui est, je dirais, plutôt pas mal. Je ne sais pas combien de poids peuvent tirer des chevaux, mais probablement un peu moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1771, quelqu'un qui conduisait ce tracteur d'artillerie n'a pas réussi à prendre un virage, on pourrait dire, et s'est écrasé contre un mur. Et on peut considérer cet incident comme le tout premier accident de la route de l'histoire de l'humanité. Certes, la machine se déplaçait à une vitesse de 4 à 5 km à l'heure, mais elle était tellement lourde et difficile à manœuvrer que, eh bien, cet accident s'est produit, donc retenez bien la date, 1771. Le premier accident automobile de l'histoire de l'humanité, mais les véhicules, enfin pas les véhicules, mais plutôt les moteurs à vapeur étaient constamment perfectionnés. Un pas de géant, à mon avis, dans leur développement a été l'invention du régulateur centrifuge de pression de vapeur qui a permis, pour ainsi dire, de stabiliser le fonctionnement de cet appareil. Parce que les moteurs à vapeur pouvaient désormais être vraiment de très petite taille. Moi-même, lors de certaines expositions, j'ai même vu un moulin, un petit moulin à café ou à autre chose, actionné par la vapeur tout petit, sans parler des jouets pour enfants qui, au XIXe siècle, fonctionnaient normalement à la vapeur et ainsi de suite. Il était difficile de ne pas associer ces deux constructions, pour ainsi dire, c'est-à-dire le cadre de vélo et le moteur à vapeur. Sauf que, comme je l'ai mentionné au début, quelque chose comme un cadre de vélo, cela peut sembler difficile à imaginer, mais à cette époque, cela n'existait pas encore, car en l'an 1867, à peu près dans 2 endroits du monde, c'est-à-dire aux États-Unis et en France, 2 inventeurs, plus ou moins en même temps, ont créé un moteur, une moto à vapeur. Disons qu'il s'agissait de messieurs Michaud et Perrault en France, ainsi que de Sylvester Roper aux États-Unis. Rupert Cordier. Sa conception est considérée comme la première moto au monde. De plus, il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Un instant plus tard, la production de MMM Motos a commencé, ou appelons-la la production en série de ce type de moto a commencé, et à ce jour, 2 ou 3 exemplaires de cette machine sont encore utilisés dans le monde. Et cela se passait aux alentours de l'an 1000, comme je l'ai dit, 1867, à une époque où personne ne pensait encore aux moteurs à combustion interne, alors que les motos à vapeur roulaient déjà. Rupert a construit une nouvelle version améliorée de sa machine quelques années plus tard. Pourquoi ? Eh bien justement parce qu'à ce moment-là, des cadres de vélo sont apparus et il a pu fabriquer une moto qui, disons une moto, un véhicule automoteur à une seule roue, qui ressemblait d'apparence à une moto ou à un vélo, car c'est à cette époque que sont apparus les cadres de vélo. J'en parlerai dans un prochain épisode. Auparavant, les gens roulaient sur des bicyclettes. Vous savez, ces grands vélos avec une roue avant immense, parfois de plusieurs mètres de diamètre, et une toute petite roue à l'arrière. Évidemment, ce genre de choses ne se prêtait pas à l'ajout d'un moteur, même si certains inventeurs ont sûrement essayé. En revanche, la première moto à vapeur raisonnablement conçue et fonctionnant assez bien que l'on puisse considérer, c'est la moto de Roper de 1894. Si vous cherchez un peu plus profondément sur Internet, vous pourrez même trouver de nombreuses photos ou des vidéos fascinantes de ce véhicule historique en train de rouler.
C'est ainsi qu'a véritablement commencé, à mon humble avis personnel, l'ère des motos à moteur à vapeur, une période tout à fait remarquable et innovante dans l'histoire de la locomotion. Et dans un instant, nous allons passer à une histoire encore plus étrange, celle des motos électriques.